Voici l'histoire de l'émergence du monde moderne telle qu'elle n'a encore jamais été racontée. Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. Le mont Nemrut, dans l'actuelle Turquie, surplombe l'Euphrate. Il offre une vue spectaculaire sur la Mésopotamie. À l'aube de l'humanité, cette région entre le Tigre et l'Euphrate a été le berceau de la civilisation. Quand vous regardez à l'horizon, vous avez l'impression d'avoir le monde entier à vos pieds. Partout, le regard porte à perte de vue. De là, on voit comment les cultures se sont rencontrées. Au sommet du mont Nemrut, un vaste tumulus artificiel cache un tombeau vieux de 2000 ans, celui du roi Antiochos Ier. Antiochos était d'origine grecque et perse. En hommage à cette double filiation, il a fait flanquer sa tombe d'immenses statues de divinités issues des deux panthéons. Les dieux grecs Zeus et Héraclès regardent à l'ouest vers la Grèce. Et les dieux perses Oromasdès et Artaniès regardent à l'est vers la Perse. Le grand monument d'Antiochos est le symbole de la rencontre entre les cultures orientales et occidentales. Se dressant au-dessus de la Mésopotamie, il rappelle que c'est ici, dans ce pays entre deux fleuves, qu'est née la civilisation telle que nous la connaissons. Avant la naissance de la civilisation, les hommes étaient nomades et parcouraient la terre en quête d'un abri et de nourriture. Ils vivaient de la cueillette et de la chasse. Mais de récentes découvertes montrent qu'un événement majeur est survenu il y a environ 12 000 ans. Les chasseurs-cueilleurs qui occupaient l'actuel sud de la Turquie ont fait quelque chose de surprenant. Les fouilles effectuées à Göbekli-Tepe montrent qu'ils ont cessé de se déplacer. Pour la première fois, des hommes ont commencé à construire à une échelle monumentale. Et ils ont transformé le paysage. Tous ces tumulus en terre sont artificiels et ils contiennent d'autres monuments comme celui-ci que nous avons mis au jour. Ces tumulus s'étendent sur une immense colline calcaire qui domine les environs.
Ici, le professeur Klaus Schmidt et son équipe ont exhumé de gigantesques piliers de pierre sculptée. Les premiers monuments façonnés par l'homme jamais découverts. Ici, dans la salle C, ils sont monumentaux. Malheureusement, les deux piliers centraux ont été brisés dans l'Antiquité. Sur celui-ci, il manque la partie supérieure, mais on sait qu'il mesurait environ 5 mètres de haut. Ces piliers révèlent que les hommes de l'âge de la pierre faisaient preuve d'une étonnante maîtrise artistique. Celui-ci est un très bel exemple de l'art de l'âge de la pierre. On a un haut relief représentant un prédateur, peut-être un léopard, qui montre les dents. Et en dessous, le bas-relief d'un sanglier. Il y a donc 3 niveaux d'expression artistique. Le pilier en forme de T, le haut relief et le bas-relief présent sur une même pierre. Les découvertes faites à Göbekli Tepe ont révolutionné notre vision des premiers hommes. Bien avant l'avènement de l'agriculture, les chasseurs-cueilleurs se sont arrêtés ici pour laisser leur empreinte sur le paysage. Ceux qui ont fait ça étaient encore des chasseurs-cueilleurs, mais ils se réunissaient ici pour des cérémonies et des grands repas. Ils disposaient d'une main-d'œuvre suffisante pour tailler ces piliers, les transporter et les ériger à l'intérieur de ces cercles de pierre. Avec la gestion de la main-d'œuvre et des ressources, et la maîtrise technique que sa construction a nécessité, ce site prouve l'existence d'une société très complexe, 2000 ans avant que l'homme ne se sédentarise pour cultiver la terre. Il a bouleversé notre conception de l'histoire humaine. Ce genre de travail est l'œuvre de spécialistes. Ces piliers aussi sont l'œuvre de spécialistes, et ils avaient des ingénieurs pour les transporter. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient donc bien plus sophistiquées qu'on ne le pensait. Ce premier chapitre, jusque-là inconnu, du long cheminement de l'homme vers la civilisation, a été découvert ici, au Proche-Orient. Le chapitre suivant a été celui de la sédentarisation et du contrôle des ressources naturelles. Il y a un moment clé dans notre histoire où l'homme cesse de vivre au jour le jour et de parcourir le monde dans une recherche continuelle de nourriture. Au lieu de quoi, il se sédentarise, il commence à établir des communautés et il prend pour la première fois réellement le contrôle de son environnement. Et c'est grâce à ça que la civilisation peut se développer. Cette deuxième étape cruciale dans l'évolution de l'humanité a également eu lieu au Proche-Orient. Il y a plus de 10 000 ans, l'homme a commencé à construire des habitations permanentes. C'est toujours dans le sud de la Turquie qu'ont été découvertes les preuves de ce bouleversement, à Çatalhöyük. Çatalhöyük se trouvait sur une rivière qui fournissait de l'eau, mais aussi un matériau essentiel, de la boue pour la construction. Sous leur apparence modeste, ces murs en briques crues ont marqué une étape fondamentale de l'histoire de l'homme, l'apparition des villages. Il y a 9000 ans, Çatalhöyük ressemblait à ceci. Des maisons avec un four et un accès par le toit. Les fouilles archéologiques ont livré de nombreuses informations sur le site. Ici, on a une série de maisons en briques crues. Il y en a une ici, une là, une autre derrière, et encore une autre derrière là-bas. Elles étaient faites de briques fabriquées avec de la boue trouvée dans les environs, puis généralement séchées au soleil. Ici, on voit une rangée de briques. Elles sont très longues et scellées avec du mortier.
Outre la boue pour la construction, la rivière qui longeait Çatalhöyük offrait un autre avantage. Un sol riche et fertile. Ici, l'homme a franchi une autre étape révolutionnaire, l'agriculture. Dans les pièces de stockage, il y a une série de cellules délimitées par des cloisons en argile, comme celle-ci. Dans ces cellules, on a trouvé des fruits à coque, des pistaches, des amandes, des pois, du blé. On peut donc en tirer des informations sur ce que les habitants faisaient pousser. Tout indique que la domestication des plantes et des animaux est apparue dans le sud de la Turquie il y a plus de 10 000 ans, avant de se propager à travers le croissant fertile vers la Mésopotamie à l'est et la Méditerranée à l'ouest. Ce mode de vie agricole et sédentaire s'est ensuite diffusé en Europe, dont il a atteint la limite occidentale il y a 7 000 ans. Née en Orient, l'agriculture a transformé les sociétés humaines. Elle a aussi donné lieu à une révolution technologique. On était alors au néolithique, l'âge de la pierre polie. Les vestiges mis au jour par les archéologues témoignent de ce changement. Sur le site, on a trouvé certains des outils qu'ils utilisaient. Des pierres avec lesquelles ils broyaient sans doute les grains de blé pour en faire une sorte de farine ou du gruau. On a aussi trouvé des fragments d'obsidienne, une roche volcanique vitreuse. Celui-ci faisait peut-être partie d'une faucille et celui-là d'une arme pour la chasse. Avec l'agriculture et la sédentarisation sont nées des techniques plus élaborées. Tout d'abord, la poterie, pour le stockage et le transport des aliments. Puis la métallurgie, qui permettait de fabriquer des outils et des ustensiles. L'agriculture a également entraîné une révolution sociale. Elle nécessitait en effet d'élaborer des projets collectifs, comme l'irrigation et les moissons, et d'établir des règles pour le partage, l'entretien et la transmission des terres. L'essence du néolithique, c'est la domestication, le contrôle de l'environnement et l'installation permanente en un lieu. C'est le début du processus qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui. L'exploitation du sol pouvait faire vivre une population croissante. Les hommes se sont réunis en groupes de plus en plus nombreux et ont commencé à former l'embryon de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation. C'est sur les terres fertiles bordant les grands fleuves d'Orient que la civilisation a pris son essor. Si on va d'est en ouest, en Chine, la civilisation a émergé autour du fleuve Jaune. Puis elle s'est propagée le long d'autres fleuves. En Inde, on voit les premiers objets d'art dans les vallées de l'Indus et du Gange. De l'Indus et du Gange en Inde, jusqu'au Nil en Égypte, les fleuves ont été le poumon de la civilisation. Il y a environ 6000 ans,
les deux grands fleuves proche-orientaux, le Tigre et l'Euphrate, ont vu éclore les premières grandes cités. L'une des plus anciennes s'étendait à l'extrémité ouest de la Mésopotamie. Mari, située dans l'actuelle Syrie, a été redécouverte en 1933. Mari se trouvait sur les bords de l'Euphrate. C'était une ville circulaire alimentée en eau par un canal central. Elle était stratégiquement placée sur les voies commerciales entre la Mésopotamie et d'autres riches territoires. Des métaux arrivaient ici depuis l'Anatolie. Et il y avait aussi d'autres matériaux, comme des métaux précieux par exemple. Ils provenaient de Majan, l'actuel Oman, et de Dilmun, dans le Bahreïn actuel, au sud. À partir d'ici, ces marchandises étaient distribuées dans tout l'Orient et dans d'autres régions du monde antique. Mari a prospéré grâce au commerce et à l'agriculture. Mais cette richesse n'était pas également distribuée. Une hiérarchie sociale s'est mise en place, avec à sa tête un roi. Nous sommes dans la salle du trône du palais de Zimrilim, qui date du second millénaire avant Jésus-Christ. Contre le mur du fond, on voit la plateforme sur laquelle se trouvait le trône du roi Zimrilim. Il était fait de bois précieux, d'or, d'argent et d'ivoire. À Mari, le passé s'adresse directement à nous. On a découvert ici les traces de l'une des plus grandes inventions de la civilisation, l'écriture. Des milliers de tablettes portant un système graphique mis au point en Mésopotamie il y a environ 5000 ans. C'est peut-être par certains côtés l'une des plus importantes réalisations de l'homme. L'idée d'inscrire sur un support des signes que d'autres gens peuvent reconnaître et à partir desquels ils peuvent comprendre les mots dans leur langue. C'est une invention merveilleuse qui est toujours aussi indispensable aujourd'hui. Les scribes se servaient d'un roseau taillé en biseau qu'ils enfonçaient dans une tablette d'argile humide. Le roseau imprimait des signes en forme de coin. Les chercheurs qui ont déchiffré l'écriture sumérienne lui ont donné le nom de cunéiforme, du latin cuneus, qui signifie coin. Il est clair que l'invention de l'écriture a d'abord été motivée par des besoins administratifs. Il y avait beaucoup de choses dont c'était la seule façon de garder la trace. Les premiers signes étaient ce qu'on appelle des pictogrammes, des dessins linéaires assez enfantins. Par exemple, un signe en forme d'oiseau qui signifie oiseau. Mais la Mésopotamie a ceci d'unique que les premiers hommes à avoir développé l'écriture se sont dit qu'ils pouvaient dessiner un symbole représentant non plus une chose, mais un son. Une fois cette étape cruciale franchie, ils se sont rapidement dotés de tout un éventail de signes qu'ils pouvaient utiliser pour transposer les sons de leur langue. L'écriture a exercé un impact considérable sur les sociétés humaines. Elle s'est rapidement propagée dans tout le Proche-Orient en remplaçant les pictogrammes et les hiéroglyphes, puis a fini par s'imposer presque partout dans le monde. Que mon maître porte la plus grande attention à cette tablette. Les tablettes mises au jour à Mari révèlent l'ampleur de l'organisation qui sous-tendait le fonctionnement des premières cités.
J'assiégerai Babylone. Ces tablettes administratives nous montrent que la société était très organisée. Ce n'était pas un simple village. Il fallait gérer toute une ville ainsi que l'arrière-pays. On a beaucoup d'informations sur cette société, surtout sur les classes supérieures, le roi, les prêtres et l'administration. Ces tablettes nous offrent un formidable aperçu de cet univers. Cependant, l'écriture n'est pas notre seule source d'information. L'un des plus grands trésors de la civilisation sumérienne se trouve aujourd'hui au British Museum. L'étendard d'Ur. Cet objet provenant du sud de l'Irak est d'une beauté stupéfiante. Il a été fabriqué il y a plus de 4500 ans. Bien qu'on ignore sa fonction exacte, il est clair que c'était un objet précieux. Il suffit de voir les matériaux utilisés. Du lapis lazuli, du calcaire rouge, de la nacre. Il nous raconte clairement une histoire. L'image que j'en retire est celle d'une société active et très organisée. Il y a des hommes qui travaillent dans les champs, en bas, puis une procession d'animaux bien nourris qu'on conduit sans doute à une sorte de sacrifice religieux. On voit des chèvres, des poissons et même du bétail. Puis en haut, il y a la cour. Des hommes assis qui portent un toast au roi, ce dernier dominant manifestement ces sujets. C'est une scène très paisible et raffinée. Mais si on regarde l'autre côté, on découvre une réalité un peu différente, parce qu'ici, il y a une terrible scène de guerre. En bas, on voit des hommes se faire piétiner par des chevaux tirant des chars. Des prisonniers nus qu'on conduit devant le roi, représentés debout avec son sceptre. Ça rappelle avec beaucoup de force que quand on crée une grande civilisation, c'est un trésor qui attire les voleurs et qu'il y a toujours des gens qui veulent s'approprier vos biens. Entre les cités-États mésopotamiennes sont apparues des rivalités qui ont inauguré une ère de guerre et de conquête. Ça a été le début d'un nouvel âge impérial. La riche Marie a été détruite à 2 reprises par des puissances rivales. Une première fois, il y a plus de 4000 ans, par les Akkadiens, qui ont créé le premier empire du monde en Mésopotamie. Puis, une deuxième fois par les successeurs des Akkadiens, les Babyloniens, qui ont incendié la ville. On a retrouvé les traces des flammes sur les murs. On voit que ce niveau a été abîmé par la chaleur. Ça a été la fin de Marie. Marie et la culture sumérienne ont été détruites. Mais la civilisation elle-même a survécu et s'est propagée vers l'ouest. Au cœur d'une contrée montagneuse en Anatolie, les Hittites ont fondé une puissante civilisation dans un environnement hostile qui ne possédait aucun des avantages naturels des riches vallées fluviales de la Mésopotamie. Ici, ils ont bâti l'un des plus grands empires de l'Antiquité. Ils sont parvenus à compenser les obstacles géographiques naturels grâce à un degré impressionnant de contrôle, d'organisation sociale et de discipline. Ils ont formé un empire qui dominait la majeure partie de l'Anatolie, l'actuelle Turquie, mais aussi de grandes parties de la Syrie et le nord du Liban. À l'époque, ils comptaient parmi les acteurs majeurs de l'Est de la Méditerranée. L'immense capitale, Hattusha, abritait 50 000 habitants.
Elle était entourée d'un mur d'enceinte massif avec des portes ornées de lions. À l'altitude la plus élevée, les Hittites ont bâti un immense monument à leur gloire. Visible à 20 km de distance, ce n'était pas un rempart défensif. Il servait en fait à abriter une voie cérémonielle. Cette structure, vieille de 3500 ans, montre combien les peuples de l'Antiquité avaient évolué depuis leur humble passé de chasseurs-cueilleurs. Cette gigantesque structure artificielle, appelée Yerkapi, est l'une des constructions les plus impressionnantes de Hattusha. C'est un témoignage inscrit dans la pierre du pouvoir et de l'influence de la civilisation hittite qui reflète l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. À son apogée, l'Empire hittite rivalisait avec l'Égypte pour le contrôle du Proche-Orient. Mais à l'ouest, une nouvelle puissance était en train d'émerger. À la fin du second millénaire avant Jésus-Christ, les commerçants grecs ont commencé à s'établir sur les côtes de l'Asie mineure. Ils se sont aventurés en particulier jusqu'à la ville de Troie. La cité qui se dressait jadis dans cette plaine est entrée dans la mythologie comme le théâtre d'un choc brutal entre l'Orient et l'Occident. Le poète grec Homère l'a immortalisé dans l'Iliade et l'Odyssée. On peut penser que la guerre de Troie n'est qu'un mythe, mais les archéologues ont bel et bien découvert Troie. Et voici l'une des plus vieilles entrées de la ville. On sait que les Grecs pensaient vraiment que la guerre de Troie avait eu lieu ici. Le récit de cette guerre par Homère reflète le moment historique bien réel où les Grecs ont entamé leur expansion vers les civilisations plus anciennes établies à l'est de leur territoire. Au cours du siècle suivant, les cités-États grecques ont vu croître leur pouvoir et leur influence. Aujourd'hui en Occident, la Grèce ancienne est généralement considérée comme le berceau de la civilisation, le lieu où sont nés la philosophie, la littérature et l'art classique. Cette place accordée à la Grèce a fait oublier l'apport de l'Orient à la construction du monde moderne. On ne peut pas nier l'importance de la civilisation grecque, mais elle n'est pas née toute seule. Elle n'est pas apparue spontanément. Les Grecs ont emprunté aux civilisations précédentes beaucoup de choses qu'ils ont assimilées et rediffusées sous une autre forme. Malgré leur longue histoire commune, l'Orient et l'Occident sont le plus souvent présentés comme des rivaux. Quand on étudie l'histoire des relations entre l'Est et l'Ouest, on a l'impression d'une suite de représailles et de contre-représailles. En fait, les deux n'ont cessé de s'influencer mutuellement et leurs destins ont toujours été liés. Un homme a redécouvert cet héritage oriental, un dirigeant qui a changé l'histoire, Alexandre le Grand. Il est arrivé à Troie en 334 avant Jésus-Christ, à la tête d'une armée grecque en route vers l'Est. Quand Alexandre le Grand débarque à Troie, il dort avec sous son oreiller une dague et un exemplaire de l'Iliade d'Homère. C'est un nouveau Grec venu conquérir les terres d'Orient comme les héros de la guerre de Troie avant lui. Selon les historiens grecs, à Troie, Alexandre a rendu visite au temple d'Athéna.
Quand Alexandre est venu ici, il y avait un temple dédié à Athéna. Il faut faire preuve d'imagination car aujourd'hui, il ne reste que les fondations. Les sources disent que parmi les objets qu'il a trouvés dans le temple, certains étaient supposés dater de la guerre de Troie. Et Alexandre a eu un geste très symbolique. Il a retiré son armure habituelle, a pris une vieille armure de la guerre de Troie, peut-être celle d'Achille, et l'a revêtue. De cette manière, il établissait un lien avec des hommes qu'il considérait comme ses ancêtres. Galvanisé par son passage à Troie, Alexandre s'est lancé fougueusement dans sa guerre de conquête. Son objectif était de soumettre l'Empire perse. Fondé 200 ans auparavant, celui-ci était alors devenu l'empire le plus vaste de l'Antiquité. Il s'étendait sur l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Alexandre a remporté son premier face-à-face avec les Perses à la bataille du Granique. Mais plus il progressait vers l'Est, plus il a pris conscience de ce que l'Occident devait à l'Orient. La ville de Milet était typique de ce brassage culturel. Bien que située dans l'Empire perse, Milet était peuplée de Grecs installés depuis des siècles sur la côte de l'Asie mineure. Les découvertes faites ici ont apporté un nouvel éclairage sur la rencontre entre l'Est et l'Ouest. Les fouilles ont montré comment les traditions orientales avaient influencé l'Occident. Aphrodite était l'une des plus grandes déesses grecques. Dans le temple qui lui était dédié, les archéologues ont retrouvé de magnifiques figurines placées là sous forme d'offrandes. Ces statuettes leur ont permis de comprendre combien les Grecs de Milet avaient assimilé les idées orientales jusque dans la représentation de leurs dieux. Voici une pièce très ancienne qui dépeint Aphrodite sous les traits d'une puissante déesse de la végétation. Et en voici une autre qui la montre comme la maîtresse des animaux. Il s'agit de très vieux symboles proche-orientaux. Ces statuettes d'Aphrodite sont presque toutes de style oriental plutôt que grec. Il est clair que ces portraits étaient inspirés de l'Orient. Aphrodite est d'origine orientale. Elle est arrivée sous cette forme chez les Grecs, qui ont adopté ses influences. Un examen approfondi montre aussi que les Grecs de Milet ont appris à fabriquer leurs statuettes auprès d'artistes orientaux. Ces figurines sont plates à l'arrière. Elles sortent d'un moule. On y mettait l'argile, on attendait qu'elle sèche, on la sortait, puis on la travaillait avec un bâtonnet comme celui-ci, pour ajouter les détails qui n'étaient pas faits au moule. Ensuite on la cuisait et ça donnait ça. L'utilisation d'un moule était une technique orientale. Les Grecs de Milet l'ont combiné avec leur propre technique de fabrication, qui était un tour de potier. On a donc une très bonne idée des influences exercées par l'Orient et de la façon dont les Grecs les ont intégrées dans leur propre tradition. Les colonies grecques d'Asie mineure, comme Milet, ont joué un rôle essentiel dans la propagation des idées orientales vers l'Ouest, via la Grèce. Ces terres sont un lieu de rencontre entre les civilisations. Elles constituent un point de départ pour l'aventure de l'humanité. Les cultures orientales se sont diffusées vers l'ouest en passant par les îles grecques. À partir de ces îles, les savoir-faire et les traditions philosophiques se sont ensuite propagés dans le reste du monde.
Au cours de sa campagne contre l'Empire perse, Alexandre a compris que l'Orient et l'Occident étaient intimement liés et que sa culture grecque, dont il était si fier, provenait en réalité d'une source orientale. Après s'être emparé des villes grecques de l'ouest de l'Asie mineure, il a progressé vers l'est et défait une nouvelle fois les Perses à la bataille d'Issos. Il a ensuite obliqué au sud et conquis la Syrie et l'Égypte avant de pénétrer en Mésopotamie et d'écraser définitivement les Perses à la bataille de Gaugamel. Il s'apprêtait à lancer son armée contre Babylone, le joyau du Proche-Orient. Prendre cette ville était essentiel pour réaliser son rêve d'un empire mondial. Construite dans une région jadis fertile, Babylone se trouve aujourd'hui à 85 km au sud de Bagdad, en Irak. En 1983 a débuté une reconstruction partielle de cette cité antique autrefois illustre. L'un des premiers centres urbains de l'histoire, ancienne capitale d'un puissant empire qui dominait en son temps la Mésopotamie. Babylone était alors la plus grande agglomération du monde, avec une population de près de 200 000 habitants. Elle se distinguait par sa richesse et sa splendeur architecturale. Des histoires circulaient dans tout le monde antique sur la magnificence de Babylone, mais la réalité devait être encore plus impressionnante. La cité était entourée d'une haute muraille couverte de splendides carreaux de céramique bleue. Alexandre est entré dans la ville par une porte cérémonielle décorée d'aurochs et de dragons en relief et dédiée à la déesse Ishtar. De là, une voie processionnelle longue de 180 mètres et ornée de lions, emblème d'Ishtar, conduisait à l'intérieur de la ville. Rien dans la vie d'Alexandre ne l'avait préparé aux merveilles de Babylone. Reconstituée à partir des centaines de milliers de fragments mis au jour sur le site, la porte d'Ishtar et la voie processionnelle se trouvent aujourd'hui au musée de Pergame à Berlin. Ishtar devait sembler familière à Alexandre. Sans doute avait-il reconnu en elle les caractéristiques de la déesse grecque de l'amour et de la guerre, Aphrodite. Ishtar était la principale déesse babylonienne, et on peut s'en faire une idée à partir des sources mésopotamiennes antiques. Aphrodite et elle peuvent être placées dans la même catégorie. Elles possèdent le même statut, elles sont toutes deux d'une grande beauté, et on peut dire qu'Aphrodite était l'équivalent grec de l'Ishtar babylonienne. Ishtar a joué un rôle phare dans l'une des premières et des plus grandes œuvres de la littérature mésopotamienne, l'épopée de Gilgamesh. Ce morceau d'argile provenant de la bibliothèque du roi d'Assyrie est un fragment de l'épopée de Gilgamesh. L'intrigue a tout d'un scénario hollywoodien. Il y a un héros qui vit des aventures, des monstres, de belles femmes, des trahisons, de l'amitié, l'histoire du déluge, tout ça rassemblé dans un grand récit épique.
Ishtar décide de séduire Gilgamesh et dans une description très vivante et assez drôle, Gilgamesh la rejette en lui rappelant dans une série de paragraphes accusateurs le destin funeste de ses anciens amants. Dumuzi, ton époux quand tu étais jeune, tu l'as voué à la lamentation éternelle, année après année. Tu as aimé le gardien de troupeau, tu l'as frappé et transformé en loup, si bien que ses propres bergers le pourchassent et que ses chiens lui mordent l'arrière-train. Gilgamesh fait comprendre à Ishtar qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle et elle se fâche. On l'imagine partir en claquant la porte à la fin de cette conversation, furibonde, comme dans un film. L'épopée de Gilgamesh est l'une des premières œuvres littéraires connues, écrites 1400 ans avant l'époque d'Homère. La mythification d'un personnage réel comme Gilgamesh dans un grand cycle épique a dû aussi sembler très familière à Alexandre le Grand. Les récits homériques que tout le monde connaît rappellent de manière étonnante ce texte babylonien. C'est le même genre d'œuvre qui remplit la même fonction. Ces épopées nous ont lancés sur le chemin de l'alphabétisation et de la littérature à une époque très reculée, il y a 5000 ans. L'écriture cunéiforme a cessé d'être utilisée il y a 2000 ans. Elle est alors tombée dans l'oubli. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que les tablettes cunéiformes soient redécouvertes et déchiffrées. Dès qu'on a commencé à traduire ces textes, on a compris combien ce monde était raffiné. Un monde qui avait vu s'épanouir des cultures prestigieuses, dotées de systèmes de croyances extrêmement nuancés et diversifiés. En un sens, c'est notre faute si nous n'avons pas conscience de la richesse du passé de l'Orient. Il était là, devant nous, mais pendant des années, nous n'avons pas su y accéder. À l'époque, on pensait que la civilisation occidentale trouvait son origine chez les Grecs et les Romains. L'idée de devoir repenser notre histoire et doubler sa durée pour la faire démarrer non pas en 500 avant Jésus-Christ avec les Grecs, mais en 3000 avant Jésus-Christ était inconcevable. Il nous a fallu 150 ans pour arriver à intégrer cette réalité dans notre propre identité. Une fois le cunéiforme décrypté, un nouvel univers s'est ouvert aux chercheurs occidentaux, celui de la culture mésopotamienne antique. Il est évident que les idées grecques n'ont pas surgi du néant. Et aujourd'hui, on sait que des pans entiers des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine et d'autres disciplines grecques reprenaient des traditions qui existaient déjà à Babylone. Les découvertes faites à Babylone révèlent aussi que les Grecs savaient lire l'écriture cunéiforme. Ils pouvaient donc tout à fait apprécier et assimiler les connaissances orientales. Une tablette cunéiforme trouvée dans les ruines de la ville témoigne de la volonté d'un Grec pour apprendre le babylonien. Il y a un exercice scolaire babylonien sur une face et sur l'autre, une transcription en alphabet grec. Par exemple, on trouve les mots canal, grand canal, petit canal, fossé, irrigation. Des mots babyloniens écrits en cunéiforme. Et au dos, la personne grecque, qui en avait sans doute assez de ne jamais se souvenir de ces mots, les a retranscrits en grec. Les mots sumériens et babyloniens sont écrits en alphabet grec comme une sorte d'antisèche. Les Grecs n'ont pas repris chez les Babyloniens que la littérature. L'une des plus grandes contributions de l'Orient à la civilisation a concerné les sciences. Un Grec en particulier s'en est inspiré, Thalès de Milet. Thalès a prédit une éclipse solaire.
Conformément à ce qu'il avait annoncé, celle-ci a eu lieu le 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Il n'a pu réaliser ses calculs qu'en s'appuyant sur les archives des astronomes babyloniens. Ceux-ci avaient commencé à tenir des listes précises des éclipses, des équinoxes et des solstices à partir de 747 avant Jésus-Christ, soit 200 ans avant. Ils étaient poussés par le désir de comprendre les présages et les augures et d'apaiser leur Dieu. Tout ça a été consigné nuit après nuit, mois après mois, année après année, pendant plus de 600 ans. À l'époque d'Alexandre, cela avait été rassemblé en un immense catalogue d'observations et de prédictions. Cette tablette, le 21e chapitre d'une série qui en compte 70, traite des éclipses solaires. Peu à peu, au bout d'une longue période d'observation, les Babyloniens ont remarqué que ces événements n'étaient pas aléatoires et n'obéissaient pas aux caprices des dieux, mais s'inscrivaient dans des schémas mathématiques complexes et sur une très longue durée. Donc, vers le 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, ils avaient modifié leur vision du ciel. Il ne s'agissait plus de messages arbitraires envoyés par les dieux, mais le signe que ceux-ci avaient créé un monde mathématique. Les astronomes babyloniens se livraient à l'observation systématique du monde et s'appuyaient sur la logique pour en tirer des conclusions. Leur esprit curieux avait déjà inspiré des penseurs grecs comme Thalès de Milet. Mais l'arrivée d'Alexandre à Babylone a accéléré le processus d'absorption des connaissances orientales par les Grecs. Alexandre était fasciné par l'astronomie babylonienne. Il avait demandé à son historiographe de traduire les observations astronomiques babyloniennes en grec et de les faire parvenir en Macédoine. Donc, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, on a des exemples très précis qui prouvent que certains savants grecs avaient accès aux travaux de tel ou tel savant babylonien. C'est absolument passionnant. La curiosité babylonienne et la logique grecque se sont conjuguées pour former une méthode scientifique qui a transformé le monde. Des Grecs comme Platon, Aristote et Ptolémée sont célèbres pour leur rôle dans ce processus. Mais les astronomes de Babylone méritent également une place parmi les précurseurs de la science moderne. Chaque fois qu'on regarde sa montre, qu'on lit son horoscope ou qu'on mesure un angle, on fait quelque chose qui nous vient des Babyloniens. Il y a des pratiques quotidiennes élémentaires qu'on doit aux anciennes civilisations proche-orientales sans le savoir. Brillants mathématiciens, les Babyloniens ont été les premiers à utiliser les angles, les degrés, les fractions et les équations. Pour compter, ils ne se servaient pas de notre système décimal, mais d'un système à base 60, dit sexagésimal. Quand, enfant, vous apprenez à lire l'heure, si vous avez l'esprit curieux, vous vous demandez pourquoi il y a 60 secondes et 60 minutes. Cette division en 60 vient des Babyloniens. Très tôt, dès le 3e millénaire, tous les calculs en Mésopotamie se sont faits à l'aide d'un système sexagésimal. Ils n'ont jamais pris, comme nous, leurs 10 doigts pour compter. Ils se servaient d'un système à base 60. « 60 est un nombre plus polyvalent que 10 pour fonder un système numérique, car il est divisible par 2 et par 5, mais aussi par 3. Le système sexagésimal se prête donc plus facilement à des calculs astronomiques complexes. Il a donné le découpage de la minute en 60 secondes, de l'heure en 60 minutes, de l'année babylonienne en 360 jours, ainsi que celui du cercle en 360 degrés. Une
des grandes idées des Babyloniens a été de voir le ciel comme une sphère qu'on pouvait partager en 360 degrés. L'Observatoire royal de Greenwich à Londres a été fondé en 1675. Les astronomes y suivaient le mouvement des étoiles et recueillaient des données pour permettre aux navires de calculer leur position en mer. On retrouve l'empreinte de l'Antiquité dans l'astronomie telle qu'on l'a pratiquée à l'Observatoire, à sa création au XVIIe siècle. Comme les Babyloniens plusieurs milliers d'années avant eux, les astronomes de Greenwich ont divisé le ciel en 360 degrés. Mais ils ont placé l'Observatoire royal sur la ligne de longitude 0, ce qu'on appelle le méridien d'origine. Ils utilisaient, comme on le fait encore aujourd'hui, 360 degrés subdivisés en minutes et en secondes pour obtenir des mesures de plus en plus précises. Ils mesuraient aussi le temps que mettaient les étoiles pour se déplacer, afin de connaître leur position. Le premier astronome royal de Greenwich, John Flamsteed, a cartographié le ciel et dressé un catalogue des étoiles, comme les Babyloniens 3500 ans avant lui. Cet ouvrage, son Historia Coelestis, l'œuvre de sa vie qui réunit toutes ses observations, recense les étoiles, les planètes, la Lune et leur position sur de nombreuses années. Flamsteed avait hérité d'une tradition d'observation qui remontait à ses prédécesseurs de la Renaissance, et avant eux aux chercheurs arabes, puis aux Romains et aux Grecs, et enfin aux Babyloniens. Le système numérique babylonien a aussi été à l'origine des 12 signes du zodiaque. Ils ont subdivisé ces 360 degrés en 12 sections de 30 degrés. Ce dessin le montre clairement. On voit les triangles qui correspondent à ces segments de 30 degrés. Et chaque segment est associé à une constellation qui apparaît plus ou moins en son milieu. Le Scorpion, la Balance, la Vierge, le Lion, le Cancer et ainsi de suite. Les symboles et les noms dont nous nous servons aujourd'hui pour désigner les constellations viennent des astronomes babyloniens. Les noms des signes zodiacaux sont écrits sur des centaines ou des milliers de tablettes. Celle-ci est particulièrement intéressante. Chaque ligne désigne un signe différent jusqu'en bas. Celui-ci est le 8e, le Scorpion, qu'on voit écrit ici. Et de l'autre côté, il y a les 4 derniers signes, puis un trait pour montrer qu'il n'y en a que 12. Tous les noms des signes sont donc d'origine babylonienne. Le taureau est appelé le taureau céleste en babylonien. Il y a aussi le lion. Le zodiaque babylonien a été l'une des premières tentatives de l'homme pour donner un ordre et un sens à un monde apparemment incompréhensible. C'est resté ancré en nous. Tout le monde connaît son signe et prétend ne pas y croire, mais lit quand même son horoscope en cachette. L'idée que notre destin est inscrit dans les cieux trouve ses racines dans la pensée babylonienne. Alexandre le Grand est mort à l'âge de 32 ans. Il était alors tombé sous le charme de ces territoires d'Orient et son ultime souhait était de voir les peuples de son nouvel empire, à l'Est comme à l'Ouest, s'unir pour ne faire plus qu'un. L'empire d'Alexandre n'a pas duré, mais la transmission des connaissances s'est poursuivie. L'un de ses successeurs était le roi Antiochos Ier, celui qui s'est fait construire au sommet du mont Nemrout un tombeau tourné à la fois vers l'Est et vers l'Ouest. Un extraordinaire témoignage des connaissances orientales antiques est précieusement conservé ici. Un objet très particulier a été trouvé sur le mont Nemrout.
C'est le plus vieux calendrier astrologique du monde. Quand on le regarde, on voit un lion sculpté et des étoiles. Et on a calculé que la date exacte indiquée par les étoiles est le 17 juillet 62 avant Jésus-Christ. Et que l'heure exacte est 16h48. C'est un objet remarquable. Les dieux grecs et perses qui veillent sur le sanctuaire sont le symbole de la double origine du roi Antiochos. Une fois encore, ce monument illustre la fusion entre l'Est et l'Ouest qui s'est opérée après les conquêtes d'Alexandre. Il montre comment, dans les siècles qui ont suivi sa mort, l'Occident a absorbé la richesse des civilisations nées sur les rives des grands fleuves d'Orient. Dans un instant, la suite de cette saga des civilisations. Au programme, la naissance, l'envol et le triomphe du monothéisme.